Oui, cette école, c'est celle de Musashi. C'est un samouraï qui a commencé comme une brute, adolescent, il était très fort, et qui à force, c'est poli, comme on polit une pierre, il dit c'est polissé aussi. On le présente souvent comme une brute, parce qu'on aime bien une image qui fait saillie, quoi, quelque chose de... Mais il n'a pas besoin de ça. Dans l'exemple de mes maîtres au Japon, ça a toujours été très très poli. D'ailleurs, quand il y avait des traducteurs, ils étaient très étonnés parce que les maîtres de mon école, et certainement d'autres, parlent un japonais particulier qu'on dit un japonais de politesse. Comme je vous voirais systématiquement quelqu'un. Bon, ça m'arrive, mais c'est parce que j'ai des antécédents anglais. Et donc, c'est jamais très clair entre le tu et le vous. Voilà. Et donc, ils sont très polissés, très attentifs. Comme le disait mon maître, en situation difficile, si vous êtes vraiment fort, en tout cas la personne vraiment forte, s'excuse et s'en va. Parce que sinon, c'est trop facile de couper quelqu'un en deux ou de l'écraser. Les conséquences sont énormes. Et donc il faut vraiment être très tranchant avec ses propres émotions. Élaguer. Voilà. C'est pas facile. Donc voilà. Oui. Et donc l'élève, lorsqu'il a ce sabre en main, il doit faire quelque chose qui est de l'ordre de l'impossible, même de l'inconcevable, transformer le temps de l'exercice, ceci en métal, en tranchant. Et ça, ce sont des exercices physiques, techniques. Par exemple, un sabre vient face à moi, ici, et je ne bouge pas. Et au dernier moment, bam, je fais juste ça. Juste ici, là, c'est tout. Le sabre vient et ça. Donc je n'arrête pas. Juste ça. Là, ici. C'est dégueu. Après, il y a plusieurs manières de le faire. Là, je vous ai fait une autre ici, ou une autre ici. Ça, c'est trois manières. Je ne vais pas vous expliquer, je pourrais, mais c'est filmé. Gardons des choses un peu secrètes. Je blague un peu, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Mais pour réussir cela, il faut vraiment unir son geste à sa détermination, à son attention. Il faut être vraiment, c'est comme lorsque vous faites quelque chose de difficile, vous êtes totalement absorbé. Si c'est vraiment difficile, on peut vous parler, en tout cas moi, je n'entends rien. Absolument rien. Je suis dans cet instant-là. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas d'après, il n'y a pas de parce que, il y a juste l'instant. Et ça, c'est une discussion. Qu'est-ce que l'instant? Comment vivre cet instant unique? Comment être uni à cet instant? C'est un instant tellement petit, tellement réduit, le moment où on doit intervenir, sinon on est coupé en deux. Il faut y rentrer, s'y loger, mais il est tellement petit qu'on pourrait dire qu'on ne peut pas le regarder d'un côté ou de l'autre, qu'il n'a qu'une seule face. Bien, quelque chose qui aurait deux faces. On peut encore séparer. Mais imaginons que quelque chose soit si petit qu'il n'y ait pas d'avant ou d'après. La particule même. Bien sûr, c'est inconcevable, mais il faut tendre vers ce moment-là où, avec un moindre effort, dans l'instant, on arrive à faire le minimum pour être suffisant. Après, ça se vit.
Moi j'aime bien cet exercice-là. Beaucoup de personnes, enfin je connais beaucoup de personnes qui ne le comprennent pas, qui me disent je ne comprends pas. Il faut simplement avancer. Je l'ai beaucoup appris, je pense, c'est grâce au judo. Les arts martiaux ne sont pas différents les uns des autres. C'est comme un grand cuisinier, un bon cuisinier ou un rôtisseur, il sait quand la viande est prête. Avant, c'est pas bon, après, c'est pas bon. Et une fois, j'ai mangé dans un très très bon restaurant. C'était le restaurant d'un père d'élève. C'était des coquilles Saint-Jacques. Et j'ai été étonné de la perfection de la cuisson. C'est dehors croquant, à l'intérieur ferme, et au centre, c'était presque cru, mais pas cru. C'était pile ce qu'il faut. Et c'est bizarre, le pile. Moi, à la maison, j'ai jamais réussi. Mais là, j'ai découvert qu'on pouvait faire une cuisson pile comme ça. Alors, comme ça m'a démoralisé, maintenant je m'y jette des heures. Comme ça, c'est réglé. Je blague. Et donc, cet être au temps, on le retrouve, cette exigence-là, dans les textes bouddhistes. Je crois qu'on le trouve dans le sutra du germe de riz. Il se pose des questions. C'est comment réduire au minimum, comment une chose devient une autre. Et aussi dans Dogen, l'être-temps. Les philosophes comment ça s'appelle, occidentaux s'en sont inspirés. Je pense, Heidegger, il avait écrit l'être-temps. Mais bon, il est un peu trop compliqué pour moi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on aborde des notions assez compliquées. Comment faire lorsque le sabre revient? Agir trop tôt, c'est pas possible. La lame nous suit. Agir trop tard, c'est pas possible. Donc comment être dans le bon temps? Ça, c'est vraiment, ça s'explique pas. Et ça se travaille. Et souvent, on travaille avant. Et quand on a l'exemple des maîtres devant nous, c'est rendu plus possible. Parce que tout simplement, on le vit. Mais il faut aller au-devant des maîtres pour ça. C'est pas dans un livre. C'est vraiment, voilà, c'est ce qu'on appellerait un secret de métier, un coup de main. On peut vous l'expliquer 10 fois. Si vous n'êtes pas à côté de la personne et si vous ne le voyez pas faire 10 000 fois son geste, le coup de main, vous ne l'avez pas. Et c'est parfois très simple. Mais bon, voilà. Alors ça, réussir à s'insérer dans ce moment-là, ça demande un tranchant de l'esprit. C'est pas juste, et comme on ne le trouve pas souvent, on essaie d'être rapide ou fort, ou puissant, ou ce que vous voulez. Et quand vous êtes dans le bon temps, paf, ça suffit. C'est pour ça qu'on voit des petits maîtres tout vieux, tout ça, tout chétifs, qui ont du mal à sauver leur sabre, mais dans l'attaque, paf, ils se jouent de l'attaque. Voilà, c'est intéressant. C'est pour ça que j'étudie depuis tant d'années aussi. Et ce qui est intéressant là-dedans, surtout dans notre école, c'est que le corps ne fait qu'un seul mouvement. Quand d'autres lèvent le pied, avancent, etc., comment faire pour qu'il n'y ait qu'un seul geste? Que le déplacement du corps, les jambes, que la puissance générée par le bassin, le souffle, les poumons, les bras, le regard, tout a lieu en un temps. Un temps unique. Il y a des écoles qui prônent l'ondulation, par exemple. Plein de gestes. Mais là, c'est un temps. C'est une grande difficulté de cette école. C'est une des grandes écoles du Japon. C'est une des grandes écoles. D'autres existent. Hein. Ça, je ne veux vexer personne. Mais c'est une des grandes écoles. Vraiment, c'est une des grandes écoles. Pour cette exigence de l'unité du corps et de l'intention. Et c'est pour ça qu'il faut être réellement tranchant. Parce que parfois, on pense, et souvent on pense l'avoir bien fait. Mais il faut se dire non. Trancher dans cet orgueil et dire que le presque, c'est pas ça qu'on veut. Vous voyez? Alors on se dit quelle importance. Quand on opère dans le vivant, imaginons un chirurgien, il sort d'opération en disant c'est presque bien. C'est pas assez. Il faut que ce soit bien. Bien sûr, ça ne le sera pas. Mais qu'il nomme bien ce qui est presque bien, c'est dangereux.
ne peut pas être approximatif. Donc parfois, dernièrement, il y a un élève, il me dit, ah, c'était presque ça. On ne peut pas. Pas si on veut vraiment travailler ça. Et donc, il faut vraiment trancher dans l'autosatisfaction, qui est bénéfique. Parce que si à force d'être trop exigeant, on devient invivable. Et un peu de satisfaction, ça aussi c'est nécessaire. Penser que n'être que dans l'exigence, ça suffit, non, il faut se relâcher, il faut se savoir humain. Donc le tranchant, c'est aussi trancher un peu l'exigence. Pas trop. Pas trop. C'est injuste. Injuste vis-à-vis des autres, quand on est professeur, injuste vis-à-vis de nous-mêmes. Mais il ne faut pas non plus prendre les lanternes pour des vessies, les enfants du bon Dieu pour les canards sauvages. Quand c'est raté, c'est raté. Quand c'est presque, c'est raté.